Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Vous dirigez un think tank, l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Vous publiez « Où va notre argent ?» C'est un nouveau best-seller, ce livre. Des dépenses qui explosent, des services publics qui se dégradent, le scandale français, dites-vous, aux éditions de l'Observatoire. Ce livre a énormément de succès. C'est-à-dire qu'au fond, vous mettez le doigt sur quelque chose qui fait mal en France aujourd'hui. Oui, je crois qu'il y a une énorme prise de conscience chez nos concitoyens aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'on paye énormément d'impôts. On n'a jamais payé autant de prélèvements obligatoires qu'en 2022 depuis les années 90, 45,3% par rapport à la richesse nationale. On a les dépenses publiques les plus élevées du monde. Et en face, on a l'impression que nos services publics sont en train de s'écrouler, de s'effondrer, de se déliter. On ne sait pas comment le dire finalement. L'école, ça va pas, l'hôpital, ça va pas, la justice, ça va pas, le pénitentiaire, ça va pas. Et partout où on se tourne, c'est ce que j'explique dans mes chapitres du livre, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Le pays qui dépense le plus, on n'arrive pas à avoir un passeport, on n'arrive pas à avoir une carte d'identité. J'ai des témoignages qui arrivent de partout avec ce livre où les gens me disent, mais attends, j'ai voulu prendre un rendez-vous en février, et j'ai le rendez-vous en juillet, et c'est même pas chez moi, c'est à 20 km, 30 km de chez moi, et je sais pas quand j'aurai mon passeport, et je peux pas partir. Et on se dit, mais attends, finalement, qu'est-ce qui a bugué ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne comprend pas où va l'argent ? Oui. Et ce que je voulais dire aussi dans ce livre, c'est que c'est pas l'argent de l'État, c'est pas l'argent de la Sécu, c'est pas l'argent des collectivités locales, c'est notre argent. Oui, c'est l'argent des Français, c'est l'argent des salariés, c'est l'argent des entreprises. C'est ça. Au fond, quand vous posez cette question, où va notre argent ? Vous laissez entendre que l'argent ne va pas là où il devrait aller ou qu'il y a trop d'argent finalement qui est prélevé. L'incompréhension vient du fait que finalement tout est fait pour nous empêcher de savoir comment on utilise l'argent public. Et ça, c'est vraiment typiquement français. J'ai fait le tour d'Europe là, dans le cadre de cette enquête pour ce livre. Et finalement, partout, il y a des incitations à faire des classements, à dire où sont les meilleurs hôpitaux, où sont les meilleures cliniques, où sont les meilleures écoles. Les écoles, finalement, les moins chères, avec en face, globalement, avec en face la meilleure qualité d'enseignement, les meilleurs résultats des élèves. Mais chez nous, ça, c'est tabou. On n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit de demander les comptes des opérateurs de l'État. Vous savez, ces grosses agences, par exemple, l'ancienne ENA. Nous, on arrivait à la Fondation IFRAP à avoir les comptes à peu près tous les ans. Et on pouvait faire une analyse des comptes, regarder si le déficit augmentait, comment ils dépensaient l'argent, la masse salariale, etc. Alors maintenant, c'est l'INSP. Depuis décembre, on a demandé les comptes. On n'a pas les comptes. Alors pourquoi ? Pourtant, c'est obligatoire par la loi. On a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui dit oui, vous devez avoir accès, mais non, on ne les a pas. Oui. Les bilans sociaux, on voit l'absentéisme des agents dans les collectivités locales, par exemple. On a demandé les bilans sociaux des 70 plus grandes villes de France. Ce ne sont pas de petites collectivités, ce sont de grandes villes. Depuis août l'année dernière, on n'a la réponse que pour 30 villes. Alors que c'est une obligation de la loi de 2019, donc c'était pas hier, pour la transformation de la fonction publique. Mais au fond, vous dites, effectivement, il y a trop de prélèvements obligatoires. Vous allez dans le sens des agences de notation, dont Fitch, qui a, on va dire, dégradé la note de la France, et peut-être Standard & Poor's, qui bientôt va faire de même. On dit que le gouvernement a très peur, éventuellement, de cette décision de cette agence de notation. Au fond, vous dites, ce serait justifié que Standard & Poor's dégrade la note de la France ? Ce qui serait justifié, c'est qu'on se réveille par rapport au problème énorme de gestion publique de nos finances publiques. Parce que pendant que les pays du Nord se désendettaient depuis les années 2015, 2016, 2017, nous, tous les ans, continuons à s'endetter, même avant la crise du Covid. 3 000 milliards de dettes environ aujourd'hui. On va atteindre les 3 000 milliards de dettes. On est en train de les atteindre là en ce moment même. On a clairement une charge de la dette, un coût annuel de la dette qui est en train d'exploser. C'était une trentaine de milliards. On va bientôt arriver dans les 70 milliards d'euros par an. On va dépasser potentiellement le coût de l'éducation nationale en coût de la dette annuelle. Alors, c'est vrai que les agences de notation, elles ont de quoi se poser des questions. Parce qu'il est où le plan de rétablissement des finances publiques de la France ? On nous a bien dit qu'on allait faire une revue de dépenses. On ne l'a toujours pas vu, cette revue de dépenses. Il y a l'inflation, évidemment, qui rentre en compte dans cette augmentation de la dette. Oui, mais en réalité, l'inflation, on savait qu'on en aurait. On savait qu'à un moment, en dépensant autant d'argent public, en faisant marcher la planche à billets au niveau de la Banque Centrale Européenne, on était dans une anesthésie, en fait, du système. Quoi qu'il en coûte, en fait, notamment pendant mais le Covid, le chèque énergie, un certain nombre de... C'était sûr qu'on allait générer de l'inflation avec ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. On arrête l'économie.
on arrête de produire, on arrête de travailler, on paye tout le monde à rester chez soi et on pense que les prix vont pas augmenter. Mais nous, on a annoncé que l'inflation allait arriver depuis juin 2020. On l'a dit dans une étude de la Fondation IFRA, vous pouvez la reprendre sur le site. Donc, c'était complètement mettre la tête dans le sable, de dire ah ben non, il n'y aura pas d'inflation, ou alors il y aura une toute petite inflation, ce sera transitoire, ça va durer quelques mois. Mais ça, c'était complètement faux. Oui. Donc, en réalité, on savait qu'on aurait de l'inflation, on savait qu'on devrait monter les taux au niveau de la Banque centrale, et donc qu'on aurait une augmentation des taux pour la dette. Et à ce moment-là, nous, on sort aussi en juin 2020 une étude, les fragilités de la dette française, et on dit attention, on s'est endetté sur des OAT, de la dette indexée sur l'inflation, donc des taux variables, indexés sur l'inflation en plus de la zone euro, et c'est ça qui nous a explosé le coût de la dette annuelle en 2022, qui va continuer à faire exploser et qui va le donc, coût de la si dette. la France est dégradée, faire augmenter le prix de l'argent, le taux de crédit. Là, ce sera plutôt les taux nominaux qui risquent d'augmenter, et on le voit déjà, à 10 ans, on emprunte à plus de 3% en ce moment, mais même à 1 an, on emprunte presque à 3,40 en ce moment. Donc il y a toute une évolution là, des taux sur la dette française qui est très rapide. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir 1 an en arrière. J'avais sorti un papier dans le JDD où je disais attention, on a un risque de boule de neige de la charge de la dette. On risque d'aller vers 70-80 milliards d'euros de coûts annuels. On va peut-être aller vers les 4% de taux à 10 ans. Mais à ce moment-là, je reçois des messages de Bercy me disant « Mais comment tu peux dire ça ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Où sont tes chiffrages ?» Je leur dis « Mais attendez, nous, on a fait des chiffrages hyper sérieux. Quels sont vos chiffrages à vous de Bercy ?» Et moi, ce qui me frappe, c'est le manque de contrôle, le manque d'évaluation permanent, mais aussi le manque d'anticipation et de prévision, et le manque de partage avec les Français de tous ces sujets-là. Parce que la réforme des retraites, on l'a faite aussi parce qu'on a un problème de dette. Les annonces... Elle est toujours incomprise. Là, il y a le projet Lyotte qui veut revenir, là, qui est examiné à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Elle est incomprise parce qu'on n'a pas expliqué aux Français que si on ne fait pas cette réforme, derrière, on va avoir des taux qui vont monter en flèche sur la dette. Derrière, on va devoir couper dans les retraites et les salaires des fonctionnaires. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, on ne dit pas les choses telles qu'elles sont. On dit on a des problèmes de financement, mais on ne rentre pas dans le détail. Et c'est dommage parce qu'on ne prend pas les Français pour finalement des adultes responsables qui peuvent comprendre les mécanismes. On leur dit oui, il faut travailler plus longtemps. Mais ça ne suffit pas. Il faut expliquer le sous-jacent. Sur la fraude sociale, en ce moment... Oui, c'est ça, là, actuellement, finalement. Est-ce que c'est ça la réponse ? Le plan de lutte contre la fraude sociale, Gabriel Attal, alors que l'on dit qu'il y a une fraude fiscale bien plus importante. Mais les deux sont, à un moment, il faut lutter contre les deux. Sur la fraude fiscale, ça fait des années qu'on lutte déjà contre la fraude fiscale. Il y a environ une trentaine de milliards de fraude fiscale. C'est ça que je chiffre dans mon livre. L'essentiel, c'est de la fraude à la TVA par des coquilles d'entreprises, qui ne sont pas vraiment des entreprises, qui sont quasiment nées ad hoc pour frauder la TVA. Donc là, il y a vraiment une grosse fraude, mais ce n'est pas la fraude dont on nous a parlé, des ultra-riches, etc. Il n'y a aucun chiffre qui montre que plus on est riche, plus on fraude fiscalement. En réalité, la grosse fraude fiscale, c'est la fraude à la TVA. Derrière, on récupère à peu près 11 milliards d'euros sur les 30 milliards. Mais sur la fraude sociale, ça fait des années qu'on fait quasiment rien. Les contrôles, ils sont faits par les personnels C'est-à-dire que, on dirait, c'est quoi la fraude sociale ? Le gouvernement l'évalue à 6-7 milliards, je crois, et vous, c'est à 20 milliards. Oui, 20 milliards parce que c'est 10 milliards de fraude aux cotisations. C'est quand vous travaillez, en fait, mais que vous ne déclarez pas vos revenus. Et puis, c'est 10 milliards de fraude aux prestations. Par exemple, vous vous déclarez parent isolé, alors vous n'êtes pas parent isolé, donc vous touchez des aides en plus. Ou alors, vous travaillez, mais non déclaré, et vous demandez une prestation sociale. Là, en fait, vous n'y avez pas droit. Ou alors, vous résidez à l'étranger et vous continuez de toucher des prestations sociales. Alors, là, le gouvernement a annoncé qu'il faudra résider en France 9 mois au lieu de 6 pour toucher les prestations sociales. Oui, mais encore faut-il qu'on puisse le contrôler. Parce que la CNIL ne veut pas qu'on regarde les billets d'avion des personnes qui touchent des minima sociaux. Alors, pour l'instant, on n'est pas sûr d'avoir les autorisations pour le faire. Bercy n'est pas sûr de pouvoir le faire. Alors que sur la fraude fiscale, toutes les autorisations sont données en permanence. La personne qui est résident fiscal à l'étranger, mais qui réside plus de 6 mois par an en France, ils vont la récupérer, ils vont la tracer. La personne qui finalement vit 12 mois par an et à l'étranger et qui touche le RSA, j'aimerais bien savoir s'il y a déjà eu finalement des contrôles qui ont permis d'en retrouver. En réalité, il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. Mais au fond, comme certains le disent, est-ce qu'on ne stigmatise pas finalement les plus pauvres ?
Est-ce que c'est ça vraiment le problème? En réalité, quand on fraude le fiscal, on fraude aussi souvent le social et vice-versa. Pourquoi? Parce que quand vous demandez des prestations sociales auxquelles vous n'avez pas droit parce que vous travaillez à côté, vous fraudez les prestations sociales, vous fraudez les cotisations sociales, donc vous n'êtes pas solidaire de vos concitoyens qui payent, eux, leurs cotisations, mais aussi vous fraudez l'impôt, puisque vous ne déclarez pas vos revenus. Et donc, vous ne payez pas d'impôts, vous ne payez pas de CSG. Donc, à un moment... la fraude sociale et la fraude fiscale, c'est le même combat. Et pourquoi le gouvernement, effectivement, se lance dans ce sujet en ce moment? C'est aussi pour rassurer les marchés, car à un moment, on va arrêter de fermer les yeux sur cette espèce de gabegie sociale qui existe dans notre pays. Sur les 20 milliards de fraude sociale dont on parle, on n'en récupère que 1,6. Vous voyez, 1,6 milliard par rapport à 20 milliards. Et de l'autre côté, sur la fraude fiscale, 11 ou 12 milliards versus 30 milliards, on n'est pas du tout dans le même niveau. Ça veut dire qu'il y a une énorme marge de manœuvre. On pourrait récupérer potentiellement une dizaine de milliards sur la fraude sociale tous les ans. Et ça, c'est aussi l'idée de remettre le fil rouge sur le travail. Parce qu'il n'y a que 40% des personnes qui touchent le RSA qui sont inscrits à Pôle emploi. Il n'y a pas d'obligation finalement de chercher un emploi quand vous touchez des minima sociaux en France. Alors qu'au Danemark, alors qu'en Suède, alors qu'en Allemagne, partout dans les pays du nord de l'Europe, il y a des aides généreuses, comme en France. Mais il y a l'obligation de reprendre un emploi quand vous pouvez le faire. Et en fait, vous devez le faire, sinon vous perdez vos prestations. Chez nous, c'est pas du tout comme ça. Pardon, Agnès Verdier-Molinier, il y a un risque d'explosion sociale si vous vous en prenez, comme d'ailleurs vous le dites et vous le dénoncez dans ce livre, au fait que les résidents des HLM, pour moitié d'entre eux, ne travaillent pas, par exemple. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un risque d'explosion sociale dans un climat tendu, notamment en banlieue, par exemple? Alors, mais moi, ce que je veux expliquer avec ce livre, et notamment sur les questions des HLM, des crèches, etc., c'est montrer que finalement, ceux qui supportent le poids de l'impôt, souvent on leur dit, bah oui, mais le service public, finalement, il n'est pas pour toi. Alors, imaginons quelqu'un qui est serveur ou qui est infirmier dans Paris. Par exemple, il travaille dans une clinique privée. Par exemple, il travaille dans un restaurant. Est-ce qu'il va réussir à obtenir un HLM dans Paris, intramuros? C'est quasiment impossible. Parce que finalement, soit les places sont pour le droit au logement opposable, soit les places sont pour des personnels de la mairie de Paris ou des personnels d'administration publique. Et donc, quand vous regardez les ratios, vous vous rendez compte que celui qui va faire 2 heures de RER matin et soir pour se rendre à son travail dans le secteur privé dans Paris, bah, il a quasiment aucune chance d'obtenir un logement. Et d'ailleurs, on le voit dans la cotation des logements, c'est-à-dire les points que vous avez quand vous demandez un logement social sur votre dossier. Vous avez des points si vous avez reçu des lettres d'huissier, vous avez des points si finalement vous avez des problèmes conjugaux, si vous avez divorcé, etc. Mais si vous travaillez dans Paris, vous n'avez pas de points. Vous avez juste des majorations de points que vous avez déjà. Et ça, je trouve que c'est délétère. C'est pareil pour les crèches. Moi, je pensais naïvement, quand je me suis lancée dans la rédaction de mon chapitre sur les crèches, qu'il n'y avait que des enfants de parents qui travaillent dans les crèches. Mais pas du tout. Il y a 30% des enfants qui ont au moins un des 2 parents qui ne travaillent pas alors qu'ils ont une place en crèche. Quand vous voyez la difficulté pour obtenir une place en crèche, quand vous travaillez, vous vous posez la question, mais comment est-ce possible que finalement on privilégie le social plutôt que le travail? Et je dis attention à la question du consentement à l'impôt. Parce que finalement, si à chaque fois que vous travaillez, que vous jouez le jeu en fait de la solidarité, que vous payez vos cotisations, vous payez votre CSG, que vous payez vos impôts sur le revenu, et qu'en face on vous dit bah non, service public c'est pas pour toi. Je pense qu'à un moment... Vous croyez vraiment? Parce que j'allais presque dire, on a vu des grèves, on voit des grèves, et vous les dénoncez, notamment à la SNCF, récurrentes, au moment des fêtes, etc. Et notamment, on a vu les grands mouvements sociaux contre la réforme des retraites. On n'a jamais vu de mouvements sociaux ou de grèves contre une augmentation des impôts ou contre une augmentation des cotisations. Est-ce que finalement, les gouvernements ne sont pas plutôt tentés d'aller vers cette direction, n'ont pas été jusqu'ici tentés d'aller vers cette direction, quand on voit finalement la difficulté sociale à affronter quand par exemple, on veut augmenter les retraites, l'âge de la retraite? Je pense que c'est en train de changer. Parce que, par exemple, vous avez vu que pour les syndicats, sur les dernières grèves, ils ont fait attention à ne pas faire de grève sur, justement, des week-ends importants de départ en vacances, etc. C'est-à-dire que ça pourrait prendre quelle forme, finalement, cette opposition parce que, finalement, à l'impôt? il y a une lassitude aussi de la part de nos concitoyens. Regardez ce qui se passe sur la question des non-remplacements de profs dans les écoles publiques, en ce moment. Avec des collectifs de parents d'élèves qui se mettent en place pour dire, mais attendez, nous, on veut des profs parce que finalement, il y a des moments où on paye les impôts nécessaires en face et on n'a pas le service.
Hein, et on n'a pas la qualité d'enseignement minimum qu'on devrait exiger, quand même, pouvoir exiger dans un pays comme la France. Donc c'est en train de se retourner tout ça. Attention, sur la question des passeports et des cartes d'identité, je peux vous dire que tous les ministres qui se déplacent en France aujourd'hui, les gens leur parlent que de ça, en disant mais attendez, le pays des droits de l'homme, le pays où finalement on nous dit qu'on est au top en termes de république, etc. Et puis derrière, on ne peut pas avoir de papier d'identité dans un délai normal. Donc c'est une prise de conscience. C'est pour ça que ce livre est très regardé et qui trouve un écho. Et je m'en réjouis. Parce que si on ne se réveille pas maintenant, on va avoir un délitement et un déclassement de la France beaucoup plus important. Alors que si on se réveille maintenant, on peut tout faire. Parce qu'on peut classer les écoles. Par exemple, nous, on a montré que sur les 100 premiers collèges de France, en termes de résultats au brevet à l'écrit, il n'y en a que 9 qui sont publics. Pourtant, les collèges publics, ils nous coûtent plus cher que les collèges privés. On met beaucoup plus d'argent public dedans. Alors, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de gestion. C'est une question de gestion de l'absentéisme. Pourquoi est-ce qu'on admet qu'il y ait plein de profs absents dans le public et beaucoup moins dans le privé? Pourquoi, finalement, on arrive à mieux gérer l'argent des services publics qui sont gérés par le privé que par le public? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner à un moment tous les comptes? Et c'est ce que je demande aussi, hein, en inspiration de ce qui se passe dans les autres pays. Je donne 20 principes qui marchent à l'étranger et qui pourraient être tout à fait appliqués en France et qui permettraient qu'on aille voir ce qui se passe dans la boîte noire de l'argent public. Mais finalement, pour ça, il faut qu'on respecte l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que j'ai mise au dos du livre. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement et d'en suivre l'emploi. Normalement, c'est le Parlement qui doit être finalement outillé pour pouvoir évaluer où va l'argent public. Et nos administrations, qu'elles soient centrales, ou qu'elles soient locales, ou qu'elles soient des administrations du Parlement, ou qu'elles soient des administrations sociales, elles font tout pour que le Parlement ait le moins de capacités possibles de chiffrage, d'économétrie, de statistiques, d'évaluation sur place, etc. Et ça, il y a une résistance même des grands corps de l'État pour que nos parlementaires, qui ont été élus par nous, puissent aller voir comment utiliser l'argent public. Et pourtant, c'est ça qui permet aussi sur l'évaluation des normes. C'est ce que font les Allemands, ce que font les Pays-Bas, ce que font les Belges. L'évaluation des normes de ce qui est voté à l'Assemblée nationale, ça devrait être obligatoire. Nous, on a des études d'impact, mais il n'y a rien dedans. C'est incroyable d'avoir voté la loi climat-énergie avec autant de nouvelles normes, la zéro artificialisation des sols, des normes partout. Et finalement, on ne sait même pas ce que ça va impacter en termes d'emploi, en termes d'usines, en termes de capacité de production. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui demande que les normes soient mises entre parenthèses, y compris d'ailleurs sur les questions environnementales? Mais c'est un sacré paradoxe, parce qu'après avoir voté la loi climat-énergie, dont on n'évalue rien, alors que c'est bourré de normes supplémentaires dans cette loi climat-énergie et qu'il n'y a rien dans l'étude d'impact, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a rien, dire qu'on va arrêter au niveau européen, alors qu'on sait très bien qu'on a beaucoup plus de normes en France imposées à l'industrie. Par exemple, pourquoi est-ce qu'une usine en France, ça met 18 à 24 mois pour pouvoir se construire, alors que dans les autres pays de la zone euro, c'est moitié moins de temps, alors qu'ils ont les mêmes normes européennes. Donc, il y a une hypocrisie totale. Les ZFE, on n'était pas obligé d'en faire comme ça, avec autant de contraintes. Et d'ailleurs, on voit que toutes les dates sont repoussées en permanence. Donc, on est dans une hypocrisie importante. En 2035, les moteurs thermiques, est-ce que la France s'est rebellée officiellement, comme les Allemands, les Italiens, les Polonais, contre cette date qui est beaucoup trop rapide et qui est hyper grave pour notre industrie automobile, parce que ça peut détruire énormément d'emplois en France? Mais non, la France, elle a rien dit. Elle s'est pas mobilisée. Donc on ne peut pas à la fois dire il y a trop de normes et en même temps faire voter des normes à qui mieux au Parlement et pas évaluer l'impact pour notre économie, pour les Français, pour les entreprises françaises. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Vous avez fait la une, voilà, je le montre, du Figaro Magazine. Merci à vous. Comment l'État gaspille notre argent. Donc votre livre est publié aux éditions de l'Observatoire. Où va notre argent? Merci d'avoir été notre invité. Avec joie.